Alors, les enjeux juridiques et politiques de la mise en circulation d'unités monétaires digitales ayant cours légal, voilà le thème de ma brève présentation. Bref, j'espère. Ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la pub autour d'un projet Libra, c'est un risque de confusion et de privatisation de la création de monnaie. Les cybermonnaies, et j'aime pas du tout ce terme, mais je vous expliquerai pourquoi, développées par des opérateurs privés, géants du web et services de paiement, qui allient spéculation et risque d'utilisation des données privées, songez à Facebook, tentent en réalité, parce que c'est ça le thème, de prendre la place des unités monétaires ayant cours légal, telles que définies en Suisse par une loi votée démocratiquement par un Parlement, qui est la loi sur les unités monétaires ayant cours légal, qui, à son article 2, définit quelles sont ces unités monétaires. Et ces cybermonnaies, elles vont se développer en parallèle et sans garantie de l'État et sans effet libératoire. Et je tiens à insister sur ces deux éléments. En réalité, en utilisant la terminologie crypto-monnaie, on crée une confusion pour le juriste que j'étais encore, au passé décomposé, entre actifs numériques et unité monétaire. Le fait d'éventuellement accorder une licence à l'association Libra au titre de l'article 81 alors je suis navré parce que, de la loi fédérale sur la structure des marchés financiers, mesdames, messieurs, ne résout absolument pas le problème. Je lis avec vous ce que dit l'article 81. On entend par un système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert, je cite, à compenser et régler des obligations de paiement. Compenser ou régler des obligations de paiement. Alors, vous allez m'expliquer comment vous voulez, avec du Libra, fut-il un stablecoin, régler une obligation de paiement. Je rappelle utilement, je crois, aux citoyens que nous sommes, à titre de l'article 84 du Code des obligations, je ne vous ferai pas un cours de droit, mais je le rappelle à toutes fins utiles, que le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en Suisse au moyen de paiements ayant cours légal dans la monnaie. Et il tombe sous le sens que Libra n'aura pas ce cours légal en Suisse. Même chose pour « Ah oui, mais on va faire de la compensation. Vous demandez des francs suisses et moi je vous offre du Libra. Une unité monétaire sans cours légal, en réalité un actif spéculatif, fut-il pas spéculatif parce qu'il est stable. Je répète, il faut lire le Code des obligations, c'est navré de vous réveiller. Il y a un article 120F du Code des obligations qui dit qu'on peut compenser que des prestations de même espèce. Vous me devez des francs suisses, vous me donnez des pommes et puis vous me proposez des Scooby-Doo. Il y a un problème, docteur. Les fautes de cours légal, Libra n'aura jamais d'effet libératoire au sens de l'article 3 de la loi fédérale sur les unités monétaires. L'enjeu, il est où politiquement? Il est de vider de son sens l'article 99 de la Constitution que vous et moi, on est présumé avoir voté et accepté. En tout cas, les anciennes générations étaient là lorsqu'on a voté la dernière révision totale de la Constitution, qui confère à la Confédération, par l'intermédiaire de la BNS,
article 4 de la loi sur la BNS, le droit exclusif d'émettre des unités monétaires ayant cours légal. Alors, il s'agit aussi, l'enjeu juridique est de protéger les consommateurs face à ce qui ressemble étrangement à une... non, mettons pas ça le mot, oh, j'essaye, escroquerie, ou à peu près. Certes, déjà aujourd'hui, on nous l'a expliqué, les leaders des services de paiement proposent déjà aux consommateurs des technologies de paiement sans contact qui ont pour effet de marginaliser le cash et en même temps de priver le citoyen lambda que nous sommes de l'accès direct aux unités monétaires ayant cours légal. Les services de paiement gèrent le développement de leurs prestations, M. Perel a expliqué, en monnaie scripturale, c'est-à-dire en dernière analyse, pour le juriste que j'étais, au passé décomposé, un jeu d'écriture entre comptes. Or, le client qui verse de l'argent liquide sur un compte, mesdames, messieurs, nous perdons la propriété de l'unité monétaire ayant cours légal. Et vous vous voyez remettre en contrepartie une créance, d'où le risque de crédit. Le client qui ordonne un versement via un service de paiement offre à son créancier une créance. Alors, avec Libra, c'est le scénario catastrophe. On lui propose une créance exprimée dans une monnaie virtuelle qui n'a aucun cours légal et donc pas d'effet libératoire. Juridiquement, le créancier n'est absolument pas tenu de l'accepter et ne le sera jamais. Je comprends que la FINMA soit ouverte au FinTech, que la pression politique existe en la matière. De là à faire un pas pour bénir Libra au titre de l'article 81 des systèmes de paiement de la loi sur la structure des marchés financiers, je ne le fais pas, et j'assume. En réalité, il est où le débat aujourd'hui? Et M. Perel a déjà expliqué, ce qui me permet de tenter d'être dans le budget d'un quart d'heure. Le vrai débat, c'est la capacité de la Confédération et de la BNS de prendre la mesure de la digitalisation. Mais s'il vous plaît, réveillons-nous, d'autres services publics comme la Poste l'ont compris. On n'a plus de timbres. Vous achetez plus des timbres papier. Vous pouvez les avoir par SMS. Et vous copiez simplement le code sur votre enveloppe, vous pouvez l'acheter dans la boîte aux lettres. Pourquoi des administrations cantonales ont-elles fait le pas vers la digitalisation des déclarations d'impôts et pourquoi la BNS en reste au papier? Il est temps de prendre compte du changement de paradigme et de donner accès aux citoyens à des unités monétaires ayant cours légal qui, pour eux, représentent la confiance dans la monnaie étatique et sans risque de crédit. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Alors attention, non, ce n'est pas simplement un changement technologique. On ne change pas d'imprimante ou de technique pour produire ces billets. Le passage à une unité monétaire digitalisée en e-franc va nécessiter un réglage de la législation sur la production des unités monétaires
de la Confédération. Un vote du Parlement soumis à référendum facultatif est indispensable. Il n'y a pas besoin de modifier la Constitution, mais il est clair que l'article 2 de la LUMMP, j'y arriverai, loi sur les unités monétaires, devra être modifié, puisqu'aujourd'hui, le texte définit comme unité monétaire ayant cours légal les billets et les pièces. Et par billet, il ne faut pas essayer de jouer et dire « Ah oui, mais nouvelle technologie, allez, on passe ». Non, à l'évidence, le texte doit être amendé pour créer en sus des billets et des pièces un franc digitalisé. À cela se rajoutent d'autres thèmes qui devront être tranchés par le Parlement, fruit d'un consensus politique permettant à la Confédération, via la BNS, de s'adapter aux défis de la digitalisation. D'abord, il faut, à l'évidence, adapter le cadre légal sur la protection des données personnelles. L'avantage, comme l'a dit M. Perret, du franc e-franc, c'est d'en assurer la traçabilité en tout temps, ce qui va faciliter la lutte contre le terrorisme, le recyclage et la fraude et l'évasion fiscale. On vous a parlé tout à l'heure de la TVA. Pour la Suisse, ce n'est que entre guillemets, 1 milliard qui pourrait être récupéré. Je signale que pour des pays voisins au plus au sud, comme l'Italie, les chiffres explosent. 56% du budget italien est financé par la TVA et les études récentes parlent d'une fraude à la TVA qui se mesure par milliards. Il est évident que la traçabilité des opérations via des monnaies digitales ayant cours légal existe. Simultanément, la protection de la sphère privée s'impose au titre de l'article 8 de la CEDH, Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 13 de la Constitution. Ensuite, il faut faire encore une chose, c'est définir le régime juridique de la mise en circulation de ces unités monétaires digitalisées. Il conviendra de ce point de vue d'adapter l'article 81 de la loi fédérale sur la structure des marchés financiers pour y inclure les gestionnaires futurs de ces plateformes de circulation, plateformes informatiques de circulation de la future monnaie digitale. Alors, comme l'a expliqué M. Perret, il n'est pas question que ces plateformes de circulation soient gérées par la BNS. La BNS ne devra continuer à faire que son rôle actuel, c'est approvisionner en monnaie digitale les institutions, comme le prévoit l'article 5, alinéa 2, lettre A de la BNS. Cette circulation, elle se fera par des opérateurs privés dont les conditions de fonctionnement et les exigences doivent être définies par le législateur. Comme l'indiquait M. Perret, c'est important, le fonctionnement de ces plateformes de circulation du franc digitalisé ne va pas requérir l'ouverture d'un compte bancaire. Le concept tel que développé, on a parlé des études faites en Suède, mais il y a aussi des tests grandeur nature qui, semble-t-il, ont été faits pendant plusieurs mois en Uruguay. Ces fonctionnements reposent sur l'idée que les plateformes de circulation gérées par un opérateur privé ne sont qu'un espace réservé au sein de la plateforme informatique aux particuliers. Le particulier, moyennant signature d'un contrat évidemment, a accès à un espace qui lui est réservé dans la plateforme électronique et il restera entièrement propriétaire
des unités monétaires qu'il dépose en réalité sur la plateforme électronique et il initiera lui-même, sous sa propre responsabilité, les opérations de paiement. Encore 5 minutes, ça va. Comme l'a dit M. Perret, et là, il faut être franc-jeu parce que j'ai entendu des collègues de M. Tille il y a quelques mois dire que ça va faire mal au secteur bancaire. Non, non pour plusieurs motifs. D'abord parce que ces plateformes de circulation ne vont pas remplacer le compte bancaire. Le fonction du compte courant et du compte de dépôt sur la plateforme électronique est totalement différente. Sauf à disposer d'une licence bancaire, l'opérateur de la plateforme de circulation ne sera pas autorisé ni à recevoir des fonds en dépôt, ni à effectuer des opérations de crédit. Les banques continueront à pouvoir émettre de la monnaie scripturale. L'idée, ce n'est pas de supprimer la monnaie scripturale ou de supprimer les billets d'un coup, comme ça. Non, c'est d'offrir des prestations complémentaires en redonnant accès aux citoyens à des unités monétaires et au cours légal. Dernier thème qu'il faudra aborder, évidemment, c'est les exigences de sécurité, en stipulant par exemple que les standards imposant une totale sécurité de chaque unité monétaire digitalisée produite par la BNS permettent de garantir, d'en vérifier en tout temps l'authenticité, d'en garantir la traçabilité et que la production de ces unités monétaires doit se faire dans une plateforme électronique sécurisée, entièrement dédiée et sous son contrôle exclusif, pas d'outsourcing dans ce domaine. Alors, j'essaie, il me reste 3 minutes, si je sais encore calculer. Évidemment, faire le pas pour le e-franc, c'est mettre à disposition une unité monétaire dont le coût est inférieur. On vous a parlé de ce coût. Je rappelle simplement que rien que le papier, c'est 30% du coût d'un billet de franc suisse. Vous avez 10% pour l'encre et 10% pour l'impression. À quoi vous rajoutez le stockage, le transport en camion sécurisé, la distribution et la récupération et la destruction des billets usagés. Vous saviez, je présume que non, sauf M. T et les collègues économistes, mais le commun des mortels comme je le suis, sauf erreur, ne le savait pas jusqu'à récemment, que 1/4 des billets en circulation sont chaque année récupérés et recyclés. 1/4. Ça a un coût. Alors, dernier avantage qui est juridique et pratique de la mise en circulation d'un e-franc à la place d'un Libra, qui sont l'enfumage, c'est d'offrir aux particuliers un moyen de paiement moins cher et contribuer à protéger les consommateurs. Le cash, aujourd'hui, ça a un coût. Pour le commerçant, ça a été estimé selon des études détaillées par la Comco à 0,94%. Le paiement par carte de crédit a un coût également, coût qui a été longtemps caché par les commerçants, qui allait inclure notamment les commissions d'interchange dans le prix officiel des produits. Ce qui a amené la Comco comme la Commission européenne à intervenir en limitant les commissions d'interchange et en alignant le coût, le prix officiel que le marchand doit signifier aux acheteurs potentiels au prix du cash, c'est-à-dire 0,94%.
Je rappelle que en droit suisse, en droit en vigueur, si un moyen de paiement gratuit est disponible pour le consommateur, le coût du paiement par carte de crédit ne doit pas être intégré par le commerçant dans le prix, mais doit être présenté comme un supplément de prix optionnel. Alors, si on imagine demain le passage à un e-franc, et si en particulier, compte tenu de l'ensemble de ces contraintes, le prix du paiement en e-franc s'avère significativement, j'arriverai, inférieur à celui du cash aujourd'hui, l'incidence pratique, elle est immédiate. En ce sens que les commerçants ne pourront pas, sauf à s'exposer des sanctions du surveillant des prix et de la Comco, ne pourront pas maintenir un prix unique pour les produits et les consommateurs, sauf à violer la loi sur la concurrence déloyale. C'est un pas important pour la protection des consommateurs en Suisse, dont il ne faut pas ignorer l'importance. J'en ai fini, je crois.